Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir. Tout dépend du lieu où vous vous trouvez. Bapang Munu Mbote Nabeno, Bandekonanga Mbote Nabeno. Nous sommes le 8 janvier 2025, nouvelle année. Nous allons poursuivre avec notre chronique hebdomadaire, ce d'autant plus que l'année 2025 est cruciale pour l'avenir du Congo, pour la survie du Congo, pour la renaissance du Congo. Donc, je reviens parmi vous, dans vos domiciles respectifs, encore aujourd'hui, en ce début d'année 2025. Je tiens déjà à souhaiter à tous et à toutes et à tous mes meilleurs vœux de santé, meilleurs vœux de bonheur, meilleurs vœux de prospérité, meilleurs vœux de succès. Mais surtout, les vœux que je souhaite adresser sera particulièrement aux Congolais, à nos compatriotes. Les vœux des Congolais, ce sera le vœu véritable, les vœux qu'ils attendent depuis 27 ans, ces 27 dernières années, c'est le changement. Le changement, et comme nous avons dit l'année dernière, nous avons fini l'année dans ce registre, nous avons pris notre bâton de pèlerin et nous allons l'assumer jusqu'au bout. Alors, mes chers compatriotes, une fois ces vœux traditionnels souhaités aux uns et aux autres, nous allons enchaîner par notre pensée du jour, dans le cadre de notre chronique hebdomadaire. La pensée de ce jour. Si tu veux aller vite, marche seul. Mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. C'est un proverbe africain. Si tu veux aller vite, marche seul. Mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. Mais il faut partir à temps, au bon moment, au temps opportun et ensemble. Et c'est dans le sillage de cette pensée du jour que nous allons dérouler les trois sujets dans le cadre de cette chronique hebdomadaire. Donc, dans la perspective que nous allons entamer cette année 2025, je tiens à dire ceci. Il faut rappeler aux Congolais que 2015-2025, ça fait 10 ans que le Congo-Brazzaville vit une crise multidimensionnelle consécutive au coup d'État constitutionnel d'octobre 2015, suivi des hold-up électoraux de mars 2016 et de mars 2021. Pourquoi 2015? Parce que beaucoup ont tendance à ignorer ou à oublier. La véritable crise a commencé en 2015, lorsque le PCT parti État, parti unique, M. Denis Sassou Nguesso, a trouvé bon de changer la Constitution en violant toutes les lois et règlements que eux-mêmes ont fait adopter. Donc la crise commence en 2015. Donc nous sommes à 10 ans depuis que cette crise a commencé. En fait, cette crise, c'est quoi? C'est le refus de l'alternance politique et ou démocratique. Et cette crise a occasionné, mes chers compatriotes, des dizaines de milliers de morts. On ne devrait pas oublier. Il faut penser à la répression suite au mouvement du non-changement de la Constitution que nous avons enclenché. Il y a eu une répression documentée aujourd'hui. Il y a eu les massacres dans le Pour, consécutives au hold-up électoral de 2016. Pendant 2 ans, le département de Poul et d'autres départements ont été presque embastillés, cloisonnés. Et il y a eu des exactions, des crimes de masse incommensurables qui ont été perpétrés dans ce département. Il y a eu des violations des droits de l'homme. Et effectivement, il y a aujourd'hui 8 ans de détention de André Okombi-Salissa, candidat au soutien présidentiel, et 9 ans de détention arbitraire de Jean-Marie Michel Mokoko. N'oublions pas la tragique et trouble disparition de Guy-Brice Parfait Kolela, qui est décédé dans les conditions troubles, souvenons-nous, le soir du 20 mars 2021. Il y a tout aussi le départ massif des Congolais en exil
depuis 2015, massif des Congolais en exil. La crise économique et financière qui sévit actuellement dans notre pays, consécutive toujours à cette crise, et quelque chose qu'il faut noter, souligner au stylo rouge, quasiment la destruction de la cohésion nationale. La cohésion nationale dans notre pays n'est que aujourd'hui un rêve, parce que les Congolais se regardent en chaîne de faïence entre groupements quasiment ethniques, sinon dans les quartiers, entre les possédants et les opprimés. Mes chers compatriotes, en 10 ans, il faut se remémorer de la lettre ouverte adressée par le professeur Charles-Zacharie Boao le mardi 20 janvier 2015. Je recuse. Dans cette lettre qui est devenue, qui était une lettre prophétique, avec un passage prophétique qui aujourd'hui est d'actualité, que disait le professeur Charles-Zacharie Boao? Il disait: le changement de la Constitution est juridiquement infondé. Là, il s'adressait à M. Denis Sassou Nguesso. Est politiquement désastreux et socialement explosif. Mes chers compatriotes, nous y sommes. En résumé, aujourd'hui, 10 ans après, on assiste à quoi? On assiste à un retour triomphant du PCT, parti-État triomphant, comme à l'époque du MONUC. On se retrouve en face, les Congolais, en face à un régime autoritaire. C'est un euphémisme, tyrannique. Un régime kleptocratique, constitué en fait d'un conglomérat d'écuries qui tient lieu en fait d'État. On se retrouve dans un État où 10% des Congolais ont fait même basse sur notre richesse nationale commune. Et 90% des Congolais les assistent tous les jours quasiment à une espèce de bamboula qui nous balance dans les réseaux sociaux. Et comme a dit le professeur, je convoque encore un autre intellectuel, le professeur Grégoire Lefoba, il dit ceci dans une de ses publications. Il dit: le système croyant avoir atteint le point d'insertion entre l'ordre de Dieu et sa propre volonté s'installe dans ses certitudes. C'est pourquoi on peut observer les abus de langage défiant toute retenue et le temps. Oui. Le pouvoir aujourd'hui qui opprime le Congolais, le pouvoir PCT, Parti unique et compagnie, cet conglomérat d'écuries, pense qu'effectivement, ils sont à l'intersection entre l'ordre de Dieu et leur propre volonté. C'est ce qu'on appelle une bulle. Finalement, quelle est la perception des Congolais face à cela? Les perceptions des Congolais, il faut convoquer ce que les révolutionnaires disaient. Denis Sassou Nguesso est révolutionnaire, ancien révolutionnaire. Il portait le colt, la treillis militaire. Il se disait le digne continuateur de l'œuvre de l'immortel Mariam Ngouabi. Mais je veux rappeler au bon souvenir de M. Denis Sassou Nguesso ses préceptes révolutionnaires. Qu'est-ce qu'on dit? En fait, lorsqu'on fait une réelle lecture de ces préceptes révolutionnaires, nous pouvons constater que M. Denis Sassou Nguesso est devenu la contradiction principale. C'est ce que disent les révolutionnaires. Et en étant la contradiction principale, Denis Sassou Nguesso est dans un profond dilemme. Contradiction principale, pourquoi? Parce qu'au sein même du système, il y a des gens qui veulent de son départ. 90% des Congolais veulent de son départ. Et à la rigueur, 98% des Congolais pensent que c'est lui qui est à l'origine du verrouillage de l'État. Le pays est verrouillé. Le pays est bloqué à cause de ce monsieur, raison pour laquelle les politiciens appellent cela la contradiction principale. Et M. Denis Sassou Nguesso est face à ce dilemme-là. Il sait qu'il est la contradiction principale. Alors, pour une frange
de sa propre clientèle politique, de M. Denis Sassou Nguesso. Leur message est simple. Je vais peut-être vous faire cette indiscrétion. Mais M. Denis Sassou Nguesso le sait. Une des franges de sa clientèle politique, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent à M. Denis Sassou Nguesso, si tu avances, on te suit. Si tu t'arrêtes, on te pointe. Si tu recules, on t'abat. Une frange dans la clientèle politique de M. Denis Sassou Nguesso. Une autre frange, toujours dans cette clientèle politique, est constituée d'hommes d'État, des républicains, des citoyens, des humanistes. Et cette frange est soutenue par une nouvelle génération. Vous l'avez vu, vous l'avez observé durant les fêtes de fin d'année. Beaucoup de rubriques chroniques ont été publiées par une génération des Congolais. Je pense à ce jeune Mavungu du côté de Pointe-Noire, d'une génération qui peut être le petit-fils de Denis Sassou Nguesso. Je pense à M. Keto de l'Afrique Elite TV, qui a fait une très belle chronique. Je pense à Brice Landry Deco de la matinale, de Jana TV. Je pense à beaucoup de jeunes anonymes qui ont demandé à M. Denis Sassou Nguesso, le temps était venu pour lui, en fait, de trouver les voies et moyens d'utiliser ce que le professeur Boa appelait le portique républicain pour ne serait-ce que sauver le pays, sauver son honneur et ainsi intégrer une dimension pour une fois d'homme d'État s'il veut rentrer dans l'histoire. Face à cela, il y a deux postures, il y a deux attitudes, il y a deux modes opératoires qui se présentent maintenant à notre peuple. Deux postures, deux attitudes, deux modes opératoires se présentent à notre peuple en constatant que le pays est verrouillé par un homme. La première attitude, posture ou mode opératoire, il y en a qui appellent à une résistance sous toutes ses formes parce qu'ils sont fatigués de ce règne, parce qu'ils sont convaincus que M. Denis Sassou Nguesso ne comprend que les rapports de force et cette frange qui prend la résistance sous toutes ses formes est prête à tout. Il y a une autre catégorie qui semble privilégier la convergence des luttes, des colères, des revendications et attentes au plan national. Cette catégorie essaie de conjuguer les efforts au plan national, au plan international, dans ce contexte du Big Bang géostratégique, où les aspirations des peuples sont de plus en plus prises en compte par les puissances, que ce soit émergentes que les puissances tutélaires ou les puissances classiques. Donc, cette catégorie conjugue ses efforts dans ce Big Bang géostratégique pour imposer un rapport de force politique et qui propose en fait un projet politique commun pour faire renaître le Congo-Brazzaville. Donc, deux catégories. La résistance et l'autre catégorie, les Congolais qui pensent que on va faire converger les luttes, les colères, on va faire du lobbying, imposer le rapport de force politique pour entendre raison à M. Denis Sassou Nguesso. Mes chers compatriotes, à cela, il faut ajouter quoi? Il faut ajouter ceci. Et les élections présidentielles qui sont prévues au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Indiscutablement, ces élections auront une incidence sur la situation politique dans notre pays via les crises post-électorales qui en découleront. L'agression du régime prédateur de M. Paul Kagame à l'est de la RDC, Paul Kagame qui a des alliances, qui a signé des accords avec le Congo-Brazzaville de M. Denis Sassou Nguesso, donc c'est cette agression à l'est de la RDC, ainsi que la crise post-électorale au Mozambique devrait, en ce début d'année, nous intéresser en première ligne. En tout cas, les politiques que nous sommes. À cela, il faut ajouter l'arrivée du président Donald Trump, qui est dans une posture à géométrie variable, mais qui
a déjà identifié son adversaire, sinon son ennemi systémique, c'est-à-dire la Chine. Mais la même Chine qui a un accord signé de partenariat stratégique avec le Congo-Brazzaville et la même Chine qui est véritablement présente dans le bassin du Congo, qui est ce qu'on appelle une centralité géostratégique majeure. Enfin, mes chers compatriotes, nous devons toujours avoir un regard attentif sur les puissances régionales. Toutes les diplomaties agissantes des pays du Golfe, la Turquie, la Russie, dans notre long chemin vers la liberté. Mais bien entendu, n'oublions pas Emmanuel Macron, le président français, qui est le premier partenaire, la France qui est le premier partenaire bilatéral du Congo-Brazzaville. La France qui a joué un rôle néfaste dans tout le déroulé historique de notre pays, notamment en 1997, lorsqu'il a aidé M. Denis Sassou Nguesso, en tout cas la France-Afrique, à revenir au pouvoir par les armes. La même France qui a presque entériné le hold-up électoral, le changement de la constitution de M. Denis Sassou Nguesso en 2015, le hold-up en 2016 et le hold-up en 2021. Mais cette France, me semble-t-il, est en train de revisiter sa doctrine diplomatique. Elle est, me semble-t-il, à l'écoute. Je ne rentre pas dans les détails, mais nous avons un regard attentif. Nous avons comment dirais-je, une sollicitation plus ou moins intensive auprès des autorités françaises afin qu'elles s'impliquent véritablement dans la résolution pacifique de la crise multidimensionnelle que nous connaissons au Congo-Brazzaville. Enfin, il y a un acteur important. Cet acteur important, c'est la Chine, qui a scellé un partenariat stratégique avec notre pays, le Congo-Brazzaville, et ce partenariat qui a lourdement endetté notre pays en protégeant les voleurs, c'est-à-dire ceux-là même qui ont signé les accords de ce fameux partenariat stratégique. C'est-à-dire que la Chine, aujourd'hui, à l'égard du Congo, c'est-à-dire la Chine qui détient presque 70% du stock de la dette du Congo-Brazzaville, est devenue comme un receleur de la destruction du Congo-Brazzaville par des oligarques voyous et voleurs. La question que nous allons nous poser auprès des Chinois, de la Chine, qui est une grande puissance, qu'elle n'oublie pas que c'est le Congo qui a reconnu, au temps de Massamba Deba, la Chine populaire de Mao Tse-tung. Est-ce que la Chine sera toujours aux côtés des oligarques du régime de Brazzaville oppresseur, ou la Chine tournera son regard vers le peuple opprimé du Congo-Brazzaville? Voilà, mes chers compatriotes, en quelques mots, le préambule de ma chronique d'aujourd'hui, qui voulait tout simplement fixer le décor, planter le décor, j'allais plutôt dire, faire un état des lieux à l'entame de cette année 2025, année cruciale, comme je le disais tantôt. Allons très vite au deuxième sujet. Le deuxième sujet s'intitule « La démocratie qui bouffe ses enfants ». Le cas Kiambungu, le député de la Plaine, le parti de la Plaine, qui a été quasiment défenestré par le PCT Parti État. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? Sur les faits, nous pouvons dire ceci. Que le PCT, à travers ce que vient de faire le PCT, c'est-à-dire, en résumé, une sortie médiatique de Kinumbi Kiambungu, sortie médiatique, il voulait jouer son rôle soi-disant d'opposant, ce que je ne crois pas, il n'a pas été un opposant, c'est une lièvre du pouvoir. C'est l'opposition créée par le pouvoir, très bien. Mais pour une fois, il a pris des libertés pour, de manière argumentée, critiquer la gestion du pays par le régime Denis Sassou Nguesso. Et qu'est-ce qu'on fait? On active le triptyque manipulation, complot, violence. Et ils n'ont même pas eu le courage
il convoque une session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Alors que lorsqu'on vole, lorsqu'il y a plein de choses, il n'y a jamais eu de convocation de session extraordinaire. Il convoque une session extraordinaire pour déboulonner M. Kyambungu. Mais ce qui est assez étrange, c'est de voir à quel point on médiatise en fait cette forfaiture qui va acter la nature même de ce régime. Nous avons dit depuis pas mal de temps que ce régime n'est pas démocratique. Ce régime, c'est une tyrannie, c'est un régime autoritaire, de un. Et pour la consommation internationale, ce régime, ça s'appelle une démocrature. C'est-à-dire, on donne l'impression que nous sommes dans une démocratie parce qu'il y a une assemblée, parce qu'il y aurait une opposition, parce qu'il y aurait une presse plus ou moins libre, parce qu'il y aurait des ONG, parce que. Mais en réalité, ce sont juste des apparats pour tromper la vigilance de la communauté internationale. Donc, c'est une démocrature. Ils l'ont acté à travers cette fameuse session extraordinaire en déboulonnant de manière honteuse M. Kyambungu. Et toujours en tirant les enseignements de ce qui s'est passé, nous dirons que le Congolais doivent savoir aujourd'hui qu'il y a une opposition du pouvoir créée par le pouvoir qui est actée. L'UPADES de Tchatchi Mabiala, ce n'est pas une opposition. Ce sont des alliés du pouvoir de PCT de M. Denis Sassou Nguesso. L'UPADES de Tchatchi Mabiala. D'où l'UPADES, courant UPADES, comment ils appellent ça, je crois, Esprit Libre, ou en tout cas, ceux qui se reconnaissent encore du professeur Pascal Lissouba, doivent prendre leurs responsabilités pour soit créer un courant, un parti politique pour ne serait-ce que redorer l'image, sinon honorer la mémoire du président Pascal Lissouba et mettre hors d'état de nuire M. Tchatchi Mabiala. Le MCDDI, l'ombre de lui-même, qui est au Parlement, me semble-t-il. Le Yuki, dont le président fondateur n'est plus de ce monde, Guy Brice Parfait Kolela, et son message sur son lit de mort a été trahi par les Badiabio et autres. Toute honte bu, ces gens-là se sont alliés au PCT pour aller défenestrer quelqu'un qui est sur les principes, c'est-à-dire sa sortie médiatique, lorsqu'on regarde le contenu, cette sortie médiatique ne pouvait que créer l'adhésion au sein d'une opposition véritable. Mais nous avons constaté comment Yuki de Badiabio, je pense, a voté aux côtés du PCT pour défenestrer Kyambungu. Il y a le PRL de Nick Fila. Voilà ces 4 partis, je n'ai pas peut-être cité d'autres, qui, toute honte bu, n'ont pas osé dire non à cette forfaiture. Et c'est une honte, mais une honte nationale. Troisième enseignement, ce qui s'est passé avec Kyambungu, le député Kyambungu, s'inscrit dans le registre de ce qui s'est passé avec Idever Moigny, qui doit être en cavale, je ne pense pas, je pense du côté de la Turquie ou des États-Unis. Souvenez-vous, Idever Moigny qui est passé, qui a fait des aveux pour dire que c'est eux qui ont créé des milices pour empêcher le président Pascal Lissouba de fonctionner réellement. Et il a dit que la vérité, pour émettre des critiques sur la gestion sécuritaire des questions liées au Koulouna et autres. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a levé son immunité parlementaire alors qu'il est membre de leur obédience. On a levé l'immunité parlementaire et ce monsieur s'est retrouvé en prison jusqu'à ce il en profite de son évacuation en Turquie pour prendre la peau d'escampette. Mais ça, c'est une leçon pour les lièvres. C'est une leçon pour les courtisans. C'est une leçon pour ceux qui pensent que
ce régime, c'est un régime je veux dire, où la loi, le droit, ne serait-ce que les principes sont respectés. C'est tout. Ça n'a rien à voir. En fait, ça ressemble plus à une espèce d'organisation, une organisation, une bande organisée qui ont braqué le pays en 1997. Et aujourd'hui, le butin est reparti. Maintenant, celui qui pense à un moment que le butin n'est pas bien reparti, ben, il va prendre un coup. Deuxième leçon à tirer. Donc, la première leçon, c'est les lièvres. C'est-à-dire, lorsque vous êtes une lièvre, comme l'a été Kiam Bungu depuis 2002, je pense, c'était une lièvre. Les lièvres, c'est qui? Ce sont ceux-là qui reçoivent l'argent du pouvoir pour aller au scrutin présidentiel et au lendemain du scrutin présidentiel, dire « Ah, M. Denis Sassou a gagné ». Mais on lui a fait comprendre que, monsieur, lorsque vous prenez de l'argent, continuez dans cette logique-là jusqu'au bout. Il faut boire jusqu'à la lie ce qu'on va te donner, même si c'est ce qu'on va te donner comme eau est pollué. Troisième leçon à tirer, le pouvoir est faible. Ce sont les signaux d'un pouvoir faible, d'un pouvoir qui panique, d'un pouvoir qui n'a plus de thématique pour mobiliser sa base. C'est les signaux d'un pouvoir qui a du mal à supporter le débat argument contre argument. C'est un pouvoir qui n'a plus de colonne vertébrale. Et en cela, ça ne peut que nous revigorer dans notre objectif stratégique de mettre le cap sur Brazzaville en 2025. C'est-à-dire que c'est sur le terrain que nous irons pour confronter nos idées à ces tenants du pouvoir. Mais non, comme la seule chose qu'ils savent faire, c'est de neutraliser, ben écoutez, je l'ai dit souvent, le bandité tout bamatarate. Le Congo appartient à tout le monde. Nous viendrons pour confronter nos idées. Et le dernier enseignement à tirer, c'est le fait que le seul artisan de ces méthodes d'inquisition, parce que c'est de l'inquisition, le seul artisan, le commanditaire, c'est M. Denis Sassou Nguesso. Je peux vous garantir que, comme l'a été pour Idever Moigny, comme l'a été pour Mayolas, comme l'a été aujourd'hui pour Kiam Bungu, celui qui a commandité par des voies plus ou moins détournées la neutralisation de ces trois personnalités, c'est lui-même M. Denis Sassou Nguesso. Parce que cet homme ne supporte pas la contradiction, parce que cet homme est à l'intersection entre l'ordre de Dieu et sa propre volonté. Intersection entre l'ordre de Dieu et sa propre volonté, comme je l'ai dit tantôt dans la citation de du professeur Grégoire Lefauba. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette affaire de Kiam Bungu. Mais en conclusion, sur les questions de principe, je peux vous dire que je m'insurge contre ce qui est arrivé à M. Kiam Bungu. Parce que dans un pays, la liberté est sacrée. On ne peut pas s'offusquer parce que quelqu'un a pris la liberté de donner son opinion sur la question de la gestion d'un pays. Non seulement ces questions de valeur ne sont pas respectées, mais même la loi n'est pas du tout respectée. Parce que le superfuge qu'ils ont trouvé pour défenestrer M. Kiam Bungu, à savoir sa non-présence à une session budgétaire et autres, tout le monde sait que ce sont des prétextes fallacieux parce qu'ils n'ont pas eu le courage d'assumer leur forfaiture. Donc, sur des questions de principe, je suis aux côtés de M. Kiam Bungu et je tiens à dire à M. Kiam Bungu toute ma sympathie parce que, en étant un démocrate véritable, un républicain, je pense que même si je combats un homme, et c'est que lorsque cet homme vit l'injustice, je serai à ses côtés. Nous allons terminer notre chronique de ce soir, ou de ce jour plutôt,
avec le fameux scrutin présidentiel et avec la question que je me pose, est-ce que c'est une mise en scène ou c'est véritablement un scrutin libre, juste et équitable que le PCT ou le pouvoir veut ou souhaite organiser? Mes chers compatriotes, je vais aller très très vite. Pour un scrutin libre, juste, équitable et transparent, il y a des prérequis. Le seul scrutin libre, équitable, juste et transparent que nous avons eu depuis que la démocratie, le pluralisme politique, depuis que le processus démocratique s'est enclenché dans notre pays, c'est en 1992. Depuis, on n'a jamais eu un scrutin libre, juste, équitable et transparent. En tout cas, depuis le retour de M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir et aux affaires. Maintenant, nous allons lister quelques prérequis pour un véritable scrutin. Les prérequis sont lesquels? Il faudrait que les critères de candidature soient clairs et consensuels. Il ne faudrait pas que M. Tantampion arrive avec son dossier, on ne veut pas qu'il soit candidat, on va lui sortir un truc, ah tiens, votre adresse n'est pas exacte, vous ne pouvez pas être candidat. Première chose. Deuxième chose, il faut une maîtrise véritable du corps électoral. Aujourd'hui, le corps électoral du Congo, le fichier électoral, n'est pas maîtrisé. Tout le monde le sait. Dans ce cas, troisième critère, il faut réviser et auditer ce corps électoral. Nous pouvons nous attacher les compétences de la fondation Jimmy Carter, paix à son âme. C'est une fondation qui peut nous accompagner dans ce processus. Nous pouvons nous attacher les compétences de la commission indépendante de la RDC, qui a montré de quoi cette commission était capable pour un pays de plus de 100 millions d'habitants. Nous pouvons aller en Afrique du Sud. Il y a des expertises qui peuvent nous aider à fiabiliser notre corps électoral. Troisième critère, troisième prérequis en tout cas, la biométrie. Ça devient une exigence. Pour un corps électoral au bas mot de 2-3 millions, pour mettre en place la biométrie, ce n'est pas sorcier. Tant qu'il n'y aura pas de biométrie, il faut s'attendre à des tricheries. Quatrième prérequis, le vote de la diaspora. Ça, c'est une recommandation de l'article 3 de la Charte de l'Union africaine, lorsqu'on a créé l'Union africaine. La diaspora est constituée, est aujourd'hui considérée comme un département en part entière dans les processus de développement de nos pays respectifs. Raison pour laquelle, mes chers compatriotes, vous avez vu comment la plupart des diasporas dans le monde, en tout cas en Afrique, dans les pays africains, notamment francophones, ont commencé à voter. On a vu le cas du Sénégal, même le Tchad, là, qui venait de voter. Les Tchadiens viennent de voter. La RDC, ils ont voté. Tous les pays aujourd'hui votent, sauf le Congo-Brazzaville. Or, je vous ai dit tantôt, cette crise qui a commencé en 2015 a fait partir des dizaines de milliers de Congolais dans les diasporas un peu partout dans le monde. On peut aujourd'hui comptabiliser pas moins de 500 millions de Congolais dispersés dans le monde. Mais ces gens-là qui contribuent à la richesse nationale de notre pays à travers les transferts, pourquoi aujourd'hui on veut les exclure de ce processus électoral? Donc, le vote de la diaspora. Une commission électorale, quatrième ou cinquième prérequis, une commission électorale indépendante présidée par un homme issu d'un consensus et constitué des représentants de toutes les couches. La modification du code électoral, par exemple, il faut supprimer le vote anticipé des militaires. Ça n'a pas de sens. Il y a pas mal de choses à revoir là-dessus. Maintenant, une fois que j'ai listé en fait les prérequis fondamentaux pour qu'on puisse avoir un scrutin véritablement libre, équitable et transparent, il faut maintenant se poser la question de savoir est-ce que le cap de 2026 est jouable? Au moment où je vous parle, ce cap n'est pas jouable. Parce que
rien que ces prérequis-là, aucun des prérequis n'est constitué. Ça veut dire qu'on s'apprête à nous préparer encore un hold-up électoral. D'où je terminerai en me posant la question de savoir. Ce qui est tout à fait légitime que des Congolais, des compatriotes se mettent debout pour dire « moi, je suis prête à conduire les destinées de mon pays parce qu'on est dirigeant d'un parti politique, parce qu'on est leader d'opinion et autres ». Ce n'est que légitime. Mais de deux choses l'une, ou on veut être le lièvre, je ne sais pas si on dit la lièvre ou le lièvre, une lièvre, le lièvre de M. Denis Sassou Nguesso. Le lièvre, c'est quoi? Lorsqu'on fait les 10 000 mètres, 5 000 mètres, athlétisme, vous voyez, il y a souvent quelqu'un, un athlète qui est devant. Les premiers 1000 mètres, là, il est devant. Il court, il prend deux fois même 300 mètres d'écart. Mais lui, il est là juste pour attirer les plus performants afin de battre des records. Il est payé pour ça. C'est ce qu'on appelle un lièvre. D'où, je dis la première hypothèse, si les prérequis là ne sont pas remplis, ou ceux qui disent j'y vais, ils iront en tant que lièvre de M. Denis Sassou Nguesso. Donc leur sort sera traité de la même manière que nous allons traiter le sort de M. Denis Sassou Nguesso s'il se met à tricher les élections comme en 2015, non, en 2016, en 2021. Leur sort sera traité de la même manière. Ils seront considérés de la même manière. Première hypothèse. Ou la deuxième hypothèse, ceux qui ont véritablement la volonté de contribuer au changement à travers leur personne, à travers leur candidature, à travers leur parti politique. Et dans ce cas, ceux-là devraient d'abord commencer à poser cette problématique du processus électoral en exigeant les prérequis à partir de maintenant. Raison pour laquelle je termine à travers cette polémique lancée sur la candidature supposée du révérend pasteur Toumi. Mais je vois où est la polémique. Le pasteur Toumi est congolais. Le pasteur Toumi a un parti politique. Il est libre d'être candidat ou de ne pas être candidat. À ma connaissance, il ne s'est jamais exprimé de cette manière-là. Mais par contre, celles et ceux qui sont en train de s'activer pour dire Toumi, il faut bien qu'ils réfléchissent à deux, voilà, qui tournent leur langue. Pourquoi? Toumi n'est pas n'importe qui. Le révérend pasteur Toumi n'est pas n'importe qui. Le révérend pasteur Toumi, on lui colle dans la peau des contentieux historiques, mais qui datent de 1998. Signature des accords. Mais ces accords n'ont jamais été respectés par le pouvoir en place. Nous sommes arrivés en 2016. Signature des accords, jamais respectés par le pouvoir en place. Un peu plus tard, signature des accords, jamais respectés. Parce que M. Toumi, monsieur le révérend pasteur Toumi, lui a pris les armes pour, dans une posture de légitime défense, parce qu'il estimait que le pouvoir voulait sa peau. Je prends seulement l'exemple de 2016. 2016, il était l'allié des forces FOCAD IDC composantes J3M. Il était l'allié du Parfait Kolela en 2016. Il a tenu même des meetings aux côtés du Parfait Kolela. À la suite du scrutin, du hold-up électoral, Toumi n'a pas reconnu les résultats comme Okombi, comme Mokoko, comme Madame Mounari et les deux. Mounari et Okombi et Mokoko se sont retrouvés en prison. Madame Mounari était dehors, mais traquée. Et on a été surpris de constater que Toumi a subi une traque des attaques de l'armée régulière parce qu'il ne reconnaissait pas les résultats. Et il s'est mis dans une
posture de légitime défense, on sait ce qui s'est passé dans le pool. Des milliers de morts. On sait ce qui s'est passé des deux côtés d'ailleurs. Des milliers de morts. Ceci représente un contentieux historique. Et comme c'est un contentieux historique, à travers les armes, si ceux qui sont en train de dire Toumi Toumi, consciemment et inconsciemment, ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de sortir un chiffon rouge face à un pouvoir au bout du rideau, face à un pouvoir en perte de vitesse, face à un pouvoir qui se sait vomi par le peuple. Ce même pouvoir habitué au triptyque manipulation, complot, violence, peut utiliser ce chiffon rouge pour créer le chaos au Congo-Brazzaville. Est-ce que ceux qui le font sont conscients de cette hypothèse qu'aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso, son monde, vont dire, tiens, M. Toumi, c'est un guerrier, il a 5000, je ne sais pas combien de combattants à ses côtés. Ah, la seule personne qui peut résister à M. Toumi, c'est Denis Sassou Nguesso. Il faut le remettre en selle parce que c'est l'homme de la paix. C'est la seule thématique qui reste à M. Denis Sassou Nguesso. Réfléchissez, mes chers compatriotes, celles et ceux qui sont en train d'activer ce chiffon rouge-là. Laissez à M. Toumi l'intelligence, la possibilité, la connaissance du terrain de discuter, d'échanger avec celles et ceux qui veulent le changement, comme lui veut le changement. Pas depuis 2016, mais depuis 2015, depuis 2008, depuis 1998. Nous autres, personnellement, je le sais, depuis 1998, nous avons commencé à travailler avec Toumi jusqu'à aujourd'hui. Donc, laissez-le la plénitude de ses moyens, des rapports de force sur le terrain, de ses connaissances, de ses informations, de se lancer ou pas dans une telle orientation. Est-ce seul? Est-ce avec les autres? Est-ce dans le cadre d'une coalition? Laissez, je pense. Parce que ceux qui n'intègrent pas ce que je viens de dire tout à l'heure, est-ce qu'ils ont un agenda caché qui serait une espèce de tapis rouge qu'on va dérouler à M. Denis Sassou Nguesso pour créer encore le chaos au Congo-Brazzaville et notamment dans la région du Pôle? L'histoire les jugera. Enfin, en un mot, mes chers compatriotes, mars 2026, c'est-à-dire mars 2026, l'année prochaine, demeure le point culminant d'un processus pour le changement et l'alternance qui a été enclenché depuis le 27 septembre 2015 au boulevard Alfred Raoul. Le 27 septembre 2015, c'est ce jour-là que la coalition FOCAD, IDC et des résidus à l'époque de la composante JM3 avaient organisé un méga meeting de plus de 600 000 Congolais, Alfred Raoul, pour dire nous voulons le changement. Et c'est pour nous le socle en cette début d'année, en cette première chronique, pour dire ceci. Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marchons ensemble. Je vous sollicite. Je souhaite que nous marchions ensemble pour que vive le Congo, pour que vive la République. Je vous remercie. Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir. Tout dépend du lieu où vous vous trouvez. Bapang Yamoun
Mbote na beno, bandeko nanga, mbote na beno. Nous sommes le 8 janvier 2025, nouvelle année. Nous allons poursuivre avec notre chronique hebdomadaire, c'est d'autant plus que l'année 2025 est cruciale pour l'avenir du Congo, pour la survie du Congo, pour la renaissance du Congo. Donc, je reviens parmi vous, dans vos domiciles respectifs, encore aujourd'hui, en ce début d'année 2025. Je tiens déjà à souhaiter à tous et à toutes et à tous mes meilleurs vœux de santé, meilleurs vœux de bonheur, meilleurs vœux de prospérité, meilleurs vœux de succès. Mais surtout, les vœux que je souhaite adresser sera particulièrement aux Congolais, à nos compatriotes. Les vœux des Congolais, ce sera le vœu véritable, les vœux qu'ils attendent depuis 27 ans, ces 27 dernières années, c'est le changement. Le changement, et comme nous avons dit l'année dernière, nous avons fini l'année dans ce registre, nous avons pris notre bâton de pèlerin et nous allons l'assumer jusqu'au bout. Alors, mes chers compatriotes, une fois ces vœux traditionnels souhaités aux uns aux autres, nous allons enchaîner par notre pensée du jour, dans le cadre de notre chronique hebdomadaire. La pensée de ce jour. Si tu veux aller vite, marche seul. Mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. C'est un proverbe africain. Si tu veux aller vite, marche seul. Mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. Mais il faut partir à temps, au bon moment, au temps opportun et ensemble. Et c'est dans le sillage de cette pensée du jour que nous allons dérouler les 3 sujets dans le cadre de cette chronique hebdomadaire. Donc, dans la perspective que nous allons entamer cette année 2025, je tiens à dire ceci. Il faut rappeler aux Congolais que 2015-2025, ça fait 10 ans que le Congo-Brazzaville vit une crise multidimensionnelle consécutive au coup d'État constitutionnel d'octobre 2015, suivi des hold-up électoraux de mars 2016 et de mars 2021. Pourquoi 2015 ? Parce que beaucoup ont tendance à ignorer ou à oublier. La véritable crise a commencé en 2015, lorsque le PCT parti État, parti unique, M. Denis Sassou Nguesso, a trouvé bon de changer la Constitution en violant toutes les lois et règlements que eux-mêmes ont fait adopter. Donc la crise commence en 2015. Donc nous sommes à 10 ans depuis que cette crise a commencé. En fait, cette crise, c'est quoi? C'est le refus de l'alternance politique et ou démocratique. Et cette crise a occasionné, mes chers compatriotes, des dizaines de milliers de morts. On ne devrait pas oublier. Il faut penser à la répression suite au mouvement du non-changement de la Constitution que nous avons enclenché. Il y a eu une répression documentée aujourd'hui. Il y a eu les massacres dans le Pour, consécutives au hold-up électoral de 2016. Pendant 2 ans, le département de Poul et d'autres départements ont été presque embastillés, cloisonnés. Et il y a eu des exactions, des crimes de masse incommensurables qui ont été perpétrés dans ce département. Il y a eu des violations des droits de l'homme. Et effectivement, il y a aujourd'hui 8 ans de détention de André Okombi Salissa, candidat au soutien présidentiel, et 9 ans de détention arbitraire de Jean-Marie Michel Moukoko. N'oublions pas la tragique et trouble disparition de Guy Brice Parfait Kolela, qui est décédé dans les conditions troubles, souvenons-nous, le soir du 20 mars 2021. Il y a tout aussi le départ massif des Congolais en exil depuis 2015, massif des Congolais en exil. La crise économique et financière qui sévit actuellement dans notre pays
consécutive toujours à cette crise. Et quelque chose qu'il faut noter, souligner au stylo rouge, quasiment la destruction de la cohésion nationale. La cohésion nationale dans notre pays n'est que aujourd'hui un rêve, parce que les Congolais se regardent en chaîne de faïence entre groupements quasiment ethniques, sinon dans les quartiers, entre les possédants et les opprimés. Mes chers compatriotes, en 10 ans, il faut se remémorer de la lettre ouverte adressée par le professeur Charles-Zacharie Boao le mardi 20 janvier 2015. Je recuse. Dans cette lettre qui est devenue, qui était une lettre prophétique, avec un passage prophétique qui aujourd'hui est d'actualité, que disait le professeur Charles-Zacharie Boao? Il disait: le changement de la Constitution est juridiquement infondé. Là, il s'adressait à M. Denis Sassou Nguesso. Est politiquement désastreux et socialement explosif. Mes chers compatriotes, nous y sommes. En résumé, aujourd'hui, 10 ans après, on assiste à quoi? On assiste à un retour triomphant du PCT, parti-État, triomphant, comme à l'époque du MONUC. On se retrouve en face, les Congolais, en face à un régime autoritaire. C'est un euphémisme, tyrannique. Un régime kleptocratique, constitué en fait d'un conglomérat d'écuries qui tient lieu en fait d'État. On se retrouve dans un État où 10% des Congolais ont fait même basse sur notre richesse nationale commune. Et 90% des Congolais les assistent tous les jours quasiment à une espèce de bamboula qui nous balance dans les réseaux sociaux. Et comme a dit le professeur, je convoque encore un autre intellectuel, le professeur Grégoire Lefoba, il dit ceci dans une de ses publications. Il dit: le système croyant avoir atteint le point d'insertion entre l'ordre de Dieu et sa propre volonté s'installe dans ses certitudes. C'est pourquoi on peut observer les abus de langage défiant toute retenue et le temps. Oui. Le pouvoir aujourd'hui qui opprime le Congolais, le pouvoir PCT, Parti unique et compagnie, cet conglomérat d'écuries, pense qu'effectivement, ils sont à l'intersection entre l'ordre de Dieu et leur propre volonté. C'est ce qu'on appelle une bulle. Finalement, quelle est la perception des Congolais face à cela? Les perceptions des Congolais, il faut convoquer ce que les révolutionnaires disaient. Denis Sassou Nguesso est révolutionnaire, ancien révolutionnaire. Il portait le colt, la treillis militaire. Il se disait le digne continuateur de l'œuvre de l'immortel Mariam Ngouabi. Mais je veux rappeler au bon souvenir de M. Denis Sassou Nguesso ses préceptes révolutionnaires. Qu'est-ce qu'on dit? En fait, lorsqu'on fait une réelle lecture de ces préceptes révolutionnaires, nous pouvons constater que M. Denis Sassou Nguesso est devenu la contradiction principale. C'est ce que disent les révolutionnaires. Et en étant la contradiction principale, Denis Sassou Nguesso est dans un profond dilemme. Contradiction principale, pourquoi? Parce qu'au sein même du système, il y a des gens qui veulent de son départ. 90% des Congolais veulent de son départ. Et à la rigueur, 98% des Congolais pensent que c'est lui qui est à l'origine du verrouillage de l'État. Le pays est verrouillé. Le pays est bloqué à cause de ce monsieur, raison pour laquelle les politiciens appellent cela la contradiction principale. Et M. Denis Sassou Nguesso est face à ce dilemme-là. Il sait qu'il est la contradiction principale. Alors, pour une frange de sa propre clientèle politique de M. Denis Sassou Nguesso, leur message est simple. Je vais peut-être vous faire cette indiscrétion.
Mais M. Denis Sassou Nguesso le sait. Une des franges de sa clientèle politique, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent à M. Denis Sassou Nguesso, si tu avances, on te suit. Si tu t'arrêtes, on te pointe. Si tu recules, on t'abat. Une frange dans la clientèle politique de M. Denis Sassou Nguesso. Une autre frange, toujours dans cette clientèle politique, est constituée d'hommes d'État, des républicains, des citoyens, des humanistes. Et cette frange est soutenue par une nouvelle génération. Vous l'avez vu, vous l'avez observé durant les fêtes de fin d'année. Beaucoup de rubriques ont été, chroniques ont été publiées par une génération des Congolais. Je pense à ce jeune Mavungu du côté de Pointe-Noire, d'une génération qui peut être le petit-fils de Denis Sassou Nguesso. Je pense à M. Keto de l'Afrique Elite TV, qui a fait une très belle chronique. Je pense à Brice Landry Deco de la matinale de Jana TV. Je pense à beaucoup de jeunes anonymes qui ont demandé à M. Denis Sassou Nguesso, le temps était venu pour lui, en fait, de trouver les voies et moyens d'utiliser ce que le professeur Boa appelait le portique républicain pour ne serait-ce que sauver le pays, sauver son honneur et ainsi intégrer une dimension pour une fois d'homme d'État, s'il le veut, s'il veut rentrer dans l'histoire. Face à cela, il y a deux postures, il y a deux attitudes, il y a deux modes opératoires qui se présentent maintenant à notre peuple. Deux postures, deux attitudes, deux modes opératoires se présentent à notre peuple, en constatant que le pays est verrouillé par un homme. La première attitude, posture ou mode opératoire, il y en a qui appellent à une résistance sous toutes ses formes, parce qu'ils sont fatigués de ce règne, parce qu'ils sont convaincus que M. Denis Sassou Nguesso ne comprend que les rapports de force, et cette frange qui prend la résistance sous toutes ses formes est prête à tout. Il y a une autre catégorie qui semble privilégier la convergence des luttes, des colères, des revendications et attentes au plan national. Cette catégorie essaie de conjuguer les efforts au plan national, au plan international, dans ce contexte du Big Bang géostratégique, où les aspirations des peuples sont de plus en plus prises en compte par les puissances, que ce soit émergentes que les puissances tutélaires ou les puissances classiques. Donc, cette catégorie conjugue ses efforts dans ce Big Bang géostratégique pour imposer un rapport de force politique et qui propose en fait un projet politique commun pour faire renaître le Congo-Brazzaville. Donc, deux catégories. La résistance et l'autre catégorie, les Congolais qui pensent que on va faire converger les luttes, les colères, on va faire du lobbying, imposer le rapport de force politique pour entendre raison à M. Denis Sassou Nguesso. Mes chers compatriotes, à cela, il faut ajouter quoi? Il faut ajouter ceci. Il y a les élections présidentielles qui sont prévues au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Indiscutablement, ces élections auront une incidence sur la situation politique dans notre pays via les crises post-électorales qui en découleront. L'agression du régime prédateur de M. Paul Kagame à l'est de la RDC, Paul Kagame qui a des alliances, qui a signé des accords avec le Congo-Brazzaville de M. Denis Sassou Nguesso, donc c'est cette agression à l'est de la RDC, ainsi que la crise post-électorale au Mozambique devrait, en ce début d'année, nous intéresser en première ligne. En tout cas, les politiques que nous sommes. À cela, il faut ajouter l'arrivée du président Donald Trump, qui est dans une posture à géométrie variable, mais qui a déjà identifié son adversaire, sinon son ennemi systémique, c'est-à-dire la Chine. Mais la même Chine qui
à un accord signé de partenariat stratégique avec le Congo-Brazzaville et la même Chine qui est véritablement présente dans le bassin du Congo qui est ce qu'on appelle une centralité géostratégique majeure. Enfin, mes chers compatriotes, nous devons toujours avoir un regard attentif sur les puissances régionales. Toutes les diplomaties agissantes des pays du Golfe, la Turquie et la Russie, dans notre long chemin vers la liberté. Mais bien entendu, n'oublions pas Emmanuel Macron, le président français, qui est le premier partenaire, la France qui est le premier partenaire bilatéral du Congo-Brazzaville. La France qui a joué un rôle néfaste dans tout le déroulé historique de notre pays, notamment en 1997, lorsqu'il a aidé M. Denis Sassou Nguesso, en tout cas la France-Afrique, à revenir au pouvoir par les armes. La même France qui a presque entériné le hold-up électoral, le changement de la constitution de M. Denis Sassou Nguesso en 2015, le hold-up en 2016 et le hold-up en 2021. Mais cette France, me semble-t-il, est en train de revisiter sa doctrine diplomatique. Elle est, me semble-t-il, à l'écoute. Je ne rentre pas dans les détails, mais nous avons un regard attentif. Nous avons comment dirais-je, une sollicitation plus ou moins intensive auprès des autorités françaises afin qu'elles s'impliquent véritablement dans la résolution pacifique de la crise multidimensionnelle que nous connaissons au Congo-Brazzaville. Enfin, il y a un acteur important. Cet acteur important, c'est la Chine, qui a scellé un partenariat stratégique avec notre pays, le Congo-Brazzaville, et ce partenariat qui a lourdement endetté notre pays en protégeant les voleurs, c'est-à-dire ceux-là même qui ont signé les accords de ce fameux partenariat stratégique. C'est-à-dire que la Chine, aujourd'hui, à l'égard du Congo, c'est-à-dire la Chine qui détient presque 70% du stock de la dette du Congo-Brazzaville, est devenue comme un receleur de la destruction du Congo-Brazzaville par des oligarques voyous et voleurs. La question que nous allons nous poser auprès des Chinois, de la Chine, qui est une grande puissance, qu'elle n'oublie pas que c'est le Congo qui a reconnu, au temps de Massamba Deba, la Chine populaire de Mao Tse-tung. Est-ce que la Chine sera toujours aux côtés des oligarques du régime de Brazzaville oppresseur, ou la Chine tournera son regard vers le peuple opprimé du Congo-Brazzaville? Voilà, mes chers compatriotes, en quelques mots, le préambule de ma chronique d'aujourd'hui, qui voulait tout simplement fixer le décor, planter le décor, j'allais plutôt dire, faire un état des lieux à l'entame de cette année 2025, année cruciale, comme je le disais tantôt. Allons très vite au deuxième sujet. Le deuxième sujet s'intitule « La démocratie qui bouffe ses enfants ». Le cas Kiambungu, le député de la Plaine, le parti de la Plaine, qui a été quasiment défenestré par le PCT Parti État. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? Sur les faits, nous pouvons dire ceci. Que le PCT, à travers ce que vient de faire le PCT, c'est-à-dire, en résumé, une sortie médiatique de Kiambungu, sortie médiatique, il voulait jouer son rôle soi-disant d'opposant, ce que je ne crois pas, il n'a pas été un opposant, c'est une lièvre du pouvoir. C'est l'opposition créée par le pouvoir, très bien. Mais pour une fois, il a pris des libertés pour, de manière argumentée, critiquer la gestion du pays par le régime Denis Sassou Nguesso. Et qu'est-ce qu'on fait? On active le triptyque manipulation, complot, violence. Et ils n'ont même pas eu le courage ils convoquent une session extraordinaire de l'Assemblée nationale
Alors que lorsqu'on vole, lorsqu'il y a plein de choses, il n'y a jamais eu de convocation de session extraordinaire. Il convoque une session extraordinaire pour déboulonner M. Kiambungu. Kiambungu. Mais ce qui est assez étrange, c'est de voir à quel point on médiatise en fait cette forfaiture qui va acter la nature même de ce régime. Nous avons dit depuis pas mal de temps que ce régime n'est pas démocratique. Ce régime, c'est une tyrannie, c'est un régime autoritaire, de un. Et pour la consommation internationale, ce régime, ça s'appelle une démocrature. C'est-à-dire, on donne l'impression que nous sommes dans une démocratie parce qu'il y a une assemblée, parce qu'il y aurait une opposition, parce qu'il y aurait une presse plus ou moins libre, parce qu'il y aurait des ONG, parce que. Mais en réalité, ce sont juste des apparats pour tromper la vigilance de la communauté internationale. Donc, c'est une démocrature. Ils l'ont acté à travers cette fameuse session extraordinaire en déboulonnant de manière honteuse M. Kiambungu. Et toujours en tirant les enseignements de ce qui s'est passé, nous dirons que le Congolais doivent savoir aujourd'hui qu'il y a une opposition du pouvoir créée par le pouvoir qui est actée. L'UPADES de Tchatchi Mabiala, ce n'est pas une opposition. Ce sont des alliés du pouvoir de PCT de M. Denis Sassou Nguesso. L'UPADES de Tchatchi Mabiala. D'où l'UPADES, courant UPADES, comment ils appellent ça, je crois, Esprit Libre, ou en tout cas, ceux qui se reconnaissent encore du professeur Pascal Lissouba, doivent prendre leurs responsabilités pour soit créer un courant, un parti politique pour ne serait-ce que redorer l'image, sinon honorer la mémoire du président Pascal Lissouba et mettre hors d'état de nuire M. Tchatchi Mabiala. Le MCDDI, l'ombre de lui-même, qui est au Parlement, me semble-t-il. Le Yuki, dont le président fondateur n'est plus de ce monde, Guy Brice Parfait Kolela, et son message sur son lit de mort a été trahi par les Badiabio et autres. Toute honte bu, ces gens-là se sont alliés au PCT pour aller défenestrer quelqu'un qui est sur les principes, c'est-à-dire sa sortie médiatique. Lorsqu'on regarde le contenu, cette sortie médiatique ne pouvait que créer l'adhésion au sein d'une opposition véritable. Mais nous avons constaté comment Yuki, de Badiabio, je pense, a voté aux côtés du PCT pour défenestrer Kiambungu. Il y a le PRL de Nick Fila. Voilà ces 4 partis, je n'ai pas peut-être cité d'autres, qui, toute honte bu, n'ont pas osé dire non à cette forfaiture. Et c'est une honte, mais une honte nationale. Troisième enseignement, ce qui s'est passé avec Kiambungu, le député Kiambungu, s'inscrit dans le registre de ce qui s'est passé avec Idever Moigny, qui doit être en cavale, je ne pense pas, je pense du côté de la Turquie ou des États-Unis. Souvenez-vous, Idever Moigny qui est passé, qui a fait des aveux pour dire que c'est eux qui ont créé des milices pour empêcher le président Pascal Lissouba de fonctionner réellement. Et il a dit que c'est la vérité, pour émettre des critiques sur la gestion sécuritaire des questions liées au Koulouna et autres. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a levé son immunité parlementaire alors qu'il est membre de leur obédience. On a levé l'immunité parlementaire et ce monsieur s'est retrouvé en prison jusqu'à ce qu'il en profite de son évacuation en Turquie pour prendre la peau d'escampette. Mais ça, c'est une leçon pour les lièvres. C'est une leçon pour les courtisans. C'est une leçon pour ceux qui pensent que ce régime, c'est un régime
je veux dire, où la loi, le droit, ne serait-ce que les principes sont respectés. C'est tout. Ça n'a rien à voir. En fait, ça ressemble plus à une espèce d'organisation, une organisation, une bande organisée qui ont braqué le pays en 1997. Et aujourd'hui, le butin est reparti. Maintenant, celui qui pense à un moment que le butin n'est pas bien reparti, ben, il va prendre un coup. Deuxième leçon à tirer. Donc, la première leçon, c'est les lièvres. C'est-à-dire, lorsque vous êtes une lièvre, comme l'a été Kiamungu depuis 2002, je pense, c'était une lièvre. Les lièvres, c'est qui? Ce sont ceux-là qui reçoivent l'argent du pouvoir pour aller au scrutin présidentiel et au lendemain du scrutin présidentiel dire « Ah, M. Denis Sassou a gagné ». Mais on lui a fait comprendre que, monsieur, lorsque vous prenez de l'argent, continuez dans cette logique-là jusqu'au bout. Il faut boire jusqu'à la lie ce qu'on va te donner, même si c'est ce qu'on va te donner comme eau est pollué. Troisième leçon à tirer, le pouvoir est faible. Ce sont les signaux d'un pouvoir faible, d'un pouvoir qui panique, d'un pouvoir qui n'a plus de thématique pour mobiliser sa base. C'est les signaux d'un pouvoir qui a du mal à supporter le débat argument contre argument. C'est un pouvoir qui n'a plus de colonne vertébrale. Et en cela, ça ne peut que nous revigorer dans notre objectif stratégique de mettre le cap sur Brazzaville en 2025. C'est-à-dire que c'est sur le terrain que nous irons pour confronter nos idées à ces tenants du pouvoir. Mais non, comme la seule chose qu'ils savent faire, c'est de neutraliser, ben écoutez, je l'ai dit souvent, le bandité tout bamatarate. Le Congo appartient à tout le monde. Nous viendrons pour confronter nos idées. Et le dernier enseignement à tirer, c'est le fait que le seul artisan de ces méthodes d'inquisition, parce que c'est de l'inquisition, le seul artisan, le commanditaire, c'est M. Denis Sassou Nguesso. Je peux vous garantir que, comme l'a été pour Idever Moigny, comme l'a été pour Mayolas, comme l'a été aujourd'hui pour Kiamungu, celui qui a commandité par des voies plus ou moins détournées la neutralisation de ces trois personnalités, c'est lui-même M. Denis Sassou Nguesso. Parce que cet homme ne supporte pas la contradiction, parce que cet homme est à l'intersection entre l'ordre de Dieu et sa propre volonté. Intersection entre l'ordre de Dieu et sa propre volonté, comme je l'ai dit tantôt dans la citation de du professeur Grégoire Lefauba. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette affaire de Kiamungu. Mais en conclusion, sur les questions de principe, je peux vous dire que je m'insurge contre ce qui est arrivé à M. Kiamungu. Parce que dans un pays, la liberté est sacrée. On ne peut pas s'offusquer parce que quelqu'un a pris la liberté de donner son opinion sur la question de la gestion d'un pays. Non seulement ces questions de valeur ne sont pas respectées, mais même la loi n'est pas du tout respectée. Parce que le superfuge qu'ils ont trouvé pour défenestrer M. Kiamungu, à savoir sa non-présence à une session budgétaire et autres, tout le monde sait que ce sont des prétextes fallacieux parce qu'ils n'ont pas eu le courage d'assumer leur forfaiture. Donc, sur des questions de principe, je suis aux côtés de M. Kiamungu et je tiens à dire à M. Kiamungu toute ma sympathie parce que, en étant un démocrate véritable, un républicain, je pense que même si je combats un homme, et c'est que lorsque cet homme vit l'injustice, je serai à ses côtés. Nous allons terminer notre chronique de ce soir, ou de ce jour plutôt, avec
le fameux scrutin présidentiel et avec la question que je me pose, est-ce que c'est une mise en scène ou c'est véritablement un scrutin libre, juste et équitable que le PCT ou le pouvoir veut ou souhaite organiser? Mes chers compatriotes, je vais aller très très vite. Pour un scrutin libre, juste, équitable et transparent, il y a des prérequis. Le seul scrutin libre, équitable, juste et transparent que nous avons eu depuis que la démocratie, le pluralisme politique, depuis que le processus démocratique s'est enclenché dans notre pays, c'est en 1992. Depuis, on n'a jamais eu un scrutin libre, juste, équitable et transparent. En tout cas, depuis le retour de M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir et aux affaires. Maintenant, nous allons lister quelques prérequis pour un véritable scrutin. Les prérequis sont lesquels? Il faudrait que les critères de candidature soient clairs et consensuels. Il ne faudrait pas que M. Tantampion arrive avec son dossier, on ne veut pas qu'il soit candidat, on va lui sortir un truc, ah tiens, votre adresse n'est pas exacte, vous ne pouvez pas être candidat. Première chose. Deuxième chose, il faut une maîtrise véritable du corps électoral. Aujourd'hui, le corps électoral du Congo, le fichier électoral, n'est pas maîtrisé. Tout le monde le sait. Dans ce cas, troisième critère, il faut réviser et auditer ce corps électoral. Nous pouvons nous attacher les compétences de la fondation Jimmy Carter, paix à son âme. C'est une fondation qui peut nous accompagner dans ce processus. Nous pouvons nous attacher les compétences de la commission indépendante de la RDC, qui a montré de quoi cette commission était capable pour un pays de plus de 100 millions d'habitants. Nous pouvons aller en Afrique du Sud. Il y a des expertises qui peuvent nous aider à fiabiliser notre corps électoral. Troisième critère, troisième prérequis en tout cas, la biométrie. Ça devient une exigence. Pour un corps électoral au bas mot de 2-3 millions, pour mettre en place la biométrie, ce n'est pas sorcier. Tant qu'il n'y aura pas de biométrie, il faut s'attendre à des tricheries. Quatrième prérequis, le vote de la diaspora. Ça, c'est une recommandation de l'article 3 de la Charte de l'Union africaine, lorsqu'on a créé l'Union africaine. La diaspora est constituée, est aujourd'hui considérée comme un département en part entière dans les processus de développement de nos pays respectifs. Raison pour laquelle, mes chers compatriotes, vous avez vu comment la plupart des diasporas dans le monde, en tout cas en Afrique, dans les pays africains, notamment francophones, ont commencé à voter. On a vu le cas du Sénégal, même le Tchad, là, qui venait de voter. Les Tchadiens viennent de voter. La RDC, ils ont voté. Tous les pays aujourd'hui votent, sauf le Congo-Brazzaville. Or, je vous ai dit tantôt, cette crise qui a commencé en 2015 a fait partir des dizaines de milliers de Congolais dans les diasporas un peu partout dans le monde. On peut aujourd'hui comptabiliser pas moins de 500 millions de Congolais dispersés dans le monde. Mais ces gens-là qui contribuent à la richesse nationale de notre pays à travers les transferts, pourquoi aujourd'hui on veut les exclure de ce processus électoral? Donc, le vote de la diaspora. Une commission électorale, quatrième ou cinquième prérequis, une commission électorale indépendante présidée par un homme issu d'un consensus et constitué des représentants de toutes les couches. La modification du code électoral, par exemple, il faut supprimer le vote anticipé des militaires. Ça n'a pas de sens. Il y a pas mal de choses à revoir là-dessus. Maintenant, une fois que j'ai listé en fait les prérequis fondamentaux pour qu'on puisse avoir un scrutin véritablement libre, équitable et transparent, il faut maintenant se poser la question de savoir est-ce que le cap de 2026 est jouable? Au moment où je vous parle, ce cap n'est pas jouable. Parce que rien que ces prérequis-là,
aucun des prérequis n'est constitué. Ça veut dire qu'on s'apprête à nous préparer encore un hold-up électoral. D'où je terminerai en me posant la question de savoir. Ce qui est tout à fait légitime que des Congolais, des compatriotes se mettent debout pour dire « Moi, je suis prête à conduire les destinées de mon pays parce qu'on est dirigeant d'un parti politique, parce qu'on est leader d'opinion et autres. » Ce n'est que légitime. Mais de deux choses l'une, ou on veut être le lièvre, je ne sais pas si on dit la lièvre ou le lièvre, une lièvre, le lièvre de M. Denis Sassou Nguesso. Le lièvre, c'est quoi? Lorsqu'on fait les 10 000 mètres, 5 000 mètres, athlétisme, vous voyez, il y a souvent quelqu'un, un athlète qui est devant. Les premiers 1000 mètres, là, il est devant. Il court, il prend 2 fois même 300 mètres d'écart. Mais lui, il est là juste pour attirer les plus performants afin de battre des records. Il est payé pour ça. C'est ce qu'on appelle un lièvre. D'où, je dis la première hypothèse, si les prérequis là ne sont pas remplis, ou ceux qui disent j'y vais, ils iront en tant que lièvre de M. Denis Sassou Nguesso. Donc leur sort sera traité de la même manière que nous allons traiter le sort de M. Denis Sassou Nguesso s'il se met à tricher les élections comme en 2015, non, en 2016, en 2021. Leur sort sera traité de la même manière. Ils seront considérés de la même manière. Première hypothèse. Ou la deuxième hypothèse, ceux qui ont véritablement la volonté de contribuer au changement à travers leur personne, à travers leur candidature, à travers leur parti politique. Et dans ce cas, ceux-là devraient d'abord commencer à poser cette problématique du processus électoral en exigeant les prérequis à partir de maintenant. Raison pour laquelle je termine à travers cette polémique lancée sur la candidature supposée du révérend pasteur Toumi. Mais je vois où est la polémique. Le pasteur Toumi est congolais. Le pasteur Toumi a un parti politique. Il est libre d'être candidat ou de ne pas être candidat. À ma connaissance, il ne s'est jamais exprimé de cette manière-là. Mais par contre, celles et ceux qui sont en train de s'activer pour dire Toumi, il faut bien qu'ils réfléchissent à deux, voilà, qui tournent leur langue. Pourquoi? Toumi n'est pas n'importe qui. Le révérend pasteur Toumi n'est pas n'importe qui. Le révérend pasteur Toumi, on lui colle dans la peau des contentieux historiques, mais qui datent de 1998. Signature des accords. Mais ces accords n'ont jamais été respectés par le pouvoir en place. Nous sommes arrivés en 2016. Signature des accords, jamais respectés par le pouvoir en place. Un peu plus tard, signature des accords, jamais respectés. Parce que M. Toumi, monsieur le révérend pasteur Toumi, lui a pris les armes pour, dans une posture de légitime défense, parce qu'il estimait que le pouvoir voulait sa peau. Je prends seulement l'exemple de 2016. 2016, il était l'allié des forces FROCAD IDC composantes J3M. Il était l'allié du Parfait Kolela en 2016. Il a tenu même des meetings aux côtés du Parfait Kolela. À la suite du scrutin, du hold-up électoral, Toumi n'a pas reconnu les résultats comme Okombi, comme Mokoko, comme Madame Mounari et les deux. Mounari et Okombi et Mokoko se sont retrouvés en prison. Madame Mounari était dehors, mais traquée. Et on a été surpris de constater que Toumi a subi une traque, des attaques de l'armée régulière parce qu'il ne reconnaissait pas les résultats. Et il s'est mis dans une posture de légitime défense
On sait ce qui s'est passé dans le pool. Des milliers de morts. On sait ce qui s'est passé des deux côtés d'ailleurs. Des milliers de morts. Ceci représente un contentieux historique. Et comme c'est un contentieux historique, à travers les armes, si ceux qui sont en train de dire Toumi Toumi, consciemment et inconsciemment, ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de sortir un chiffon rouge face à un pouvoir au bout du rideau, face à un pouvoir en perte de vitesse, face à un pouvoir qui se sait vomi par le peuple. Ce même pouvoir habitué au triptyque manipulation, complot, violence, peut utiliser ce chiffon rouge pour créer le chaos au Congo-Brazzaville. Est-ce que ceux qui le font sont conscients de cette hypothèse qu'aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso, son monde, vont dire, tiens, M. Toumi, c'est un guerrier, il a 5000, je ne sais pas combien de combattants à ses côtés. Ah, la seule personne qui peut résister à M. Toumi, c'est Denis Sassou Nguesso. Il faut le remettre en selle parce que c'est l'homme de la paix. C'est la seule thématique qui reste à M. Denis Sassou Nguesso. Réfléchissez, mes chers compatriotes, celles et ceux qui sont en train d'activer ce chiffon rouge-là. Laissez à M. Toumi l'intelligence, la possibilité, la connaissance du terrain de discuter, d'échanger avec celles et ceux qui veulent le changement, comme lui veut le changement. Pas depuis 2016, mais depuis 2015, depuis 2008, depuis 1998. Nous autres, personnellement, je le sais, depuis 1998, nous avons commencé à travailler avec Toumi jusqu'à aujourd'hui. Donc, laissez-le la plénitude de ses moyens, des rapports de force sur le terrain, de ses connaissances, de ses informations, de se lancer ou pas dans une telle orientation. Est-ce seul? Est-ce avec les autres? Est-ce dans le cadre d'une coalition? Laissez, je pense. Parce que ceux qui n'intègrent pas ce que je viens de dire tout à l'heure, est-ce qu'ils ont un agenda caché qui serait une espèce de tapis rouge qu'on va dérouler à M. Denis Sassou Nguesso pour créer encore le chaos au Congo-Brazzaville et notamment dans la région du Pôle? L'histoire les jugera. Enfin, en un mot, mes chers compatriotes, mars 2026, c'est-à-dire mars 2026, l'année prochaine, demeure le point culminant d'un processus pour le changement et l'alternance qui a été enclenché depuis le 27 septembre 2015 au boulevard Alfred Raoul. Le 27 septembre 2015, c'est ce jour-là que la coalition FOCAD, IDC et des résidus à l'époque de la composante JM3 avaient organisé un méga meeting de plus de 600 000 Congolais, Alfred Raoul, pour dire nous voulons le changement. Et c'est pour nous le socle en cette début d'année, en cette première chronique, pour dire ceci. Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marchons ensemble. Je vous sollicite. Je souhaite que nous marchions ensemble pour que vive le Congo, pour que vive la République. Je vous remercie.